Peuple congolais, grande de notre joie de nous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous, c'est pas nouveau en RDC. Notre mission, entre autres, est de parler des réalités socio-politico-économiques de notre pays, faire des débats, des échanges, parce que nous sommes passionnés de notre nation, la RDC. Le vœu vraiment de nos cœurs, c'est de voir cette nation briller, tel que celui qui a créé ce pays l'a voulu. Et alors, ce soir, nous allons échanger, nous avons des questions, nous allons débattre. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux très bonnes personnes avec lesquelles nous allons partager. Juste à ma gauche, nous avons l'apôtre Gervais. Bonjour apôtre. Bonjour, chers camarades, chers compatriotes. Vous allez bien? Très bien, monsieur Pierre. Ok, merci bien. Et les longas. À gauche, en face de moi, nous avons un avocat qui va aussi intervenir dans ce cours de ce débat. Et lui, c'est Maître Victor Moulumba. Maître, bonjour. Bonjour, chers camarades et compatriotes, de l'intérêt que vous avez porté à ma personne pour participer à cette émission. Voilà, la santé, ça va? Oui, nous tenons par la grâce de Dieu. Ok, c'est bon, c'est une bonne chose sans la grâce de Dieu. Personne ne peut survivre. Voilà, nous avons deux questions, des grandes questions, qui vont faire débat ce soir. Ce sont des questions qui ont touché la vie politique, même sociale, ces 2 ou 3, 4 derniers jours. La première question, sont les émoluments. Maître, qu'est-ce qu'on entend par émoluments? Parce que les gens parlent des émoluments, voilà, on veut augmenter les émoluments des députés qu'on sort. Le peuple congolais qui nous suit aimerait d'abord savoir, avoir la définition nette d'un émolument. Qu'est-ce qu'un émolument? Merci de la question que vous me posez. Émolument, ce sont des parts que les héritiers reçoivent après le décès de leur père. Là, c'est la définition sur le... Là, c'est une définition en droit. Ce sont des parts que les héritiers reçoivent après le décès de leur père. Mais dans les cas d'espèces, d'une manière un peu pragmatique, lorsque les députés reçoivent leur rémunération, ils reçoivent leur salaire, on appelle ça émolument. Pourquoi? Parce que ce sont les contribuables congolais, ce sont des Congolais qui déposent leurs impôts, leur TVA, dans la caisse de l'État. Oui. Et cet argent qui est déposé, ça va revenir encore à l'État pour pouvoir payer les députés, les ministres. Ce qu'on leur paye là, ça s'appelle aussi émolument, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les parts que les services étatiques, effectivement, des GDA ont collecté. Effectivement. Et on repart, on essaie de partager à eux, aux députés, aux ministres. Effectivement. Donc, effectivement, vous comprendrez lorsque quelqu'un meurt, un père qui meurt, il laisse les enfants. Les enfants doivent se partager les biens laissés par leur décus, leur papa. C'est ce qu'on appelle émolument. Dans les cas d'espèces, émolument, c'est une rémunération. C'est un salaire que les députés aussi reçoivent des contribuables congolais. Parce que le travail qu'ils font ne produit pas de bénéfices, alors, mais ils sont là peut-être pour la sécurité, disons. Là, on rentre pratiquement dans les rôles de l'État. Effectivement. L'ordre public, la salubrité et quoi encore? Il y en a 3, l'ordre public, la salubrité et la sécurité. Et la sécurité. Les personnes de l'air bien. Merci bien, maître. Et bon, la question est que on a entendu parler, il voulait qu'on puisse revoir à la hausse des émoluments. Est-ce que, apôtre, c'est vraiment nécessaire? C'est le moment qu'on revoit les émoluments des députés. Est-ce que c'est vraiment opportun? Si vous avez ajouté, mais que vous allez ajouter, après que l'apôtre ait répondu à cette question. Merci, très chers camarades, pour cette question que je trouve très, très pertinente. Réclamer l'augmentation des émoluments, bien sûr, c'est un droit. Oui, c'est un droit purement démocratique, mais il y a des préalables, des choses que nos honorables députés devaient d'abord viser, réaliser avant de supposer entamer cette démarche-là que moi je ne trouve pas mauvaise, mais qui n'a pas vraiment son temps pour le moment.
vu que nous sommes dans l'état d'urgence et que le peuple n'a pas, disons, vous avez appris que le président de la République avait accordé une grâce de 2 mois de gratuité en eau et en électricité. Et vous, même ceux-là qui doivent payer le TVA, certaines entreprises, oui. Il y a des mesures quand même de grâce. Voilà. Et tout cela, vous allez voir que, comme il nous a défini, les taxes qui doivent normalement arriver à rémunérer ou peut-être à donner cette faveur qui sont en train d'attendre les honorables députés, ne sera pas vraiment possible du fait qu'il y a tout ce qu'il y a là plutôt. Et aussi les temps de la crise, les temps de cette pandémie Covid-19. Et moi, je ne pense pas que ce soit vraiment les temps pour les députés de solliciter ça parce qu'ils devaient d'abord réaliser, bien sûr, le moment et voir aussi la mission, les rôles pour lesquels ils se retrouvent là-bas. Et je pense que sur ces plateaux, nous allons étaler ce point-là pour bien aborder bien cette question-là. Merci bien. Je vous en prie. Vous avez ajouté quelque chose? Oui, j'ai ajouté. Merci de cette question-là. À mon humble avis, moi je m'attendais à ce que les honorables députés, surtout que nous traversons une période de la pandémie Covid-19, sur les émoluments qu'ils touchent. Moi je m'attendais à ce qu'ils disent nous contribuons à ce que l'État reçoit pour lutter contre la pandémie Covid-19. Non seulement lutter contre la pandémie, je vois, regardez, marché Zambo, le grand marché de Kinshasa, fermé, ça fait maintenant 3 mois. Mais si le Congolais qui ne vivait que de la vente de ces produits, de ces marchandises à ce marché-là, ça fait 3 mois une vente. Il vit comment? On voit dans d'autres pays, France, même l'Afrique du Sud, où le gouvernement est en train de venir en aide à la population. Effectivement. Parce que les gens ne travaillent pas. Tout à fait. C'est pour cela que, effectivement, moi je m'attendais à ce que dans leurs émoluments là, qu'ils disent à l'État congolais, vous devez nous couper autant pour subvenir aux besoins des pauvres populations. Voilà. Mais malheureusement, ils sollicitent l'augmentation. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les peuples dont ils sont de l'émanation. Donc ils n'aiment pas les peuples parce que s'ils aimaient le peuple... Pas forcément qu'ils n'aiment pas les peuples. Ils n'aiment pas les peuples. Pourquoi je le dis? C'est en connaissance de cause quand je le dis. Parce que s'ils aimaient le peuple, pendant cette période d'état d'urgence, ils n'allaient pas souhaiter l'augmentation de leurs émoluments de $2000. Parce que mais le président qui ne voulait pas fêter son anniversaire et puis la fête du grand juin ici n'aura pas eu la cause justement de la situation que nous sommes en train de passer. Vous comprenez que les députés nationaux... Ils devaient normalement aussi emboîter les pas du premier citoyen parce qu'il a préféré que tout l'argent qui était alloué à ces organisations-là de la soi-disant célébration du 30 juin soit normalement à l'avantage de certains fonctionnaires de l'État, le militaire, les policiers et consorts. Et les députés, bien sûr, ils devaient, par exemple, vu les temps, la période que nous sommes en train de passer, c'est dire, voilà, sur, je ne sais pas, les 4000 combien que nous recevons, pour juste d'abord répondre, n'est-ce pas, à l'intérêt aussi de nos électeurs, que nous puissions demander à ce que l'on puisse nous défalquer juste un petit rien, n'est-ce pas, dans notre enveloppe, et puis ça pouvait répondre peut-être à une situation, peut-être résoudre, vous voyez, c'est les temps difficiles, il n'y a pas d'école, il y a des procès qui ne sont pas payés, et cette défalcation... Effectivement, vous avez raison, mais ce n'était pas opportun, ce n'est pas le moment pour les élus nationaux de demander l'augmentation de leurs émoluments. Pourquoi? Parce que... D'autres élus nationaux qui sont en train de venir en aide à la population, on suit ça aux informations, d'autres qui viennent avec des cachets, ils sensibilisent, ils mettent quand même leurs moyens au profit de la population. Et je vois d'autres qui viennent avec ils ont visité des hospices de vieillards, voilà, des hospices de vieillards, des orphelinats, ils viennent avec des biens à manger. Voilà, ils sont en train de contribuer quand même quelque temps. Non, mais... On ne peut pas dire d'emblée que non, pourquoi je m'inscris en faux contre cette position? C'est parce que leurs émoluments, ils ne touchent pas. Les peuples congolais n'en bénéficient pas. Ce qu'ils achètent comme des cachinets pour donner aux pauvres Congolais, c'est leurs primes qu'ils reçoivent au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc les émoluments, ils ne touchent à rien.
Donc, ce n'est pas opportun. En bref, ce n'est pas opportun. Nous sommes dans un état d'urgence. Et pour votre information, depuis qu'ils sont élus comme députés nationaux, ils représentent le peuple congolais. Nous n'avons pas vu de lois qui sont en train de voter au sein de l'Assemblée nationale. Déjà là, ça me pousse à la troisième question. Effectivement. Le rôle et la mission d'un député. Parce que nous savons que un député, c'est l'émanation du peuple. Oui, oui, effectivement. Voilà, il vient de la population. Oui. Quel est son rôle et quelle est sa mission? Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que le député, son rôle, c'est de réflexionner les routes. Voilà. Le rôle d'un député national, c'est de voter des lois, n'est-ce pas? Ouais. Ils doivent voter des lois. Ils doivent contrôler les membres du gouvernement. Ils doivent contrôler les entreprises publiques et para-étatiques. Les entreprises publiques et para-étatiques. Oui. C'est-à-dire, il y a les mécanismes que la loi a déjà prévus, c'est la Constitution. Si j'ai une bonne mémoire, c'est à son article 136. Vous trouverez que à cet article, il y a, à cet article 138, il y a les mécanismes que la Constitution a déjà prévus pour qui sont donnés, ces mécanismes sont attribués aux membres, aux députés nationaux, afin de contrôler les membres du gouvernement. Avec votre autorisation, si on peut lire ces articles. Oui, parce que je préfère vraiment que ça soit appuyé par des... Effectivement, c'est par les articles. Hein. Effectivement, 138 de la Constitution. De notre Constitution. De la République démocratique du Congo. De la République du 18 février 2006, bien entendu. Ouais. L'article 138 dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics sont, on vous donne, il y a la question orale, ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, il y a la question d'actualité, il y a l'interpellation, il y a la commission d'enquête, et l'audition par des commissions. Vous voyez tous ces mécanismes qui sont au nombre de 5. Ce sont des mécanismes qui sont attribués aux députés nationaux pour contrôler les membres du gouvernement. Mais depuis qu'ils sont là, les entreprises aussi. Et les entreprises. Depuis qu'ils sont là, combien de membres du gouvernement ont été interpellés? Nous avons plus de 60 ministres. Et pour quel résultat? Et pour quels résultats? Vous comprendrez que... Ça fait combien? Ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Mais vous allez comprendre qu'il y a certains projets de loi qui ont été initiés depuis 2019, qui sont en souffrance jusqu'à la date où nous tenons cette émission, qui n'ont jamais été votés, qui n'ont jamais été amenés là, déjà, à la je vois, au Sénat. C'est déjà le deuxième point de notre débat. Donc, ce n'est pas opportun pour eux de solliciter à ce jour l'augmentation de leurs émoluments. Merci bien, maître, pour votre brillante intervention. J'aimerais aussi avoir quand même l'avis de l'apôtre. Homme de Dieu, dites-nous, comment vous pouvez évaluer aujourd'hui, à ce jour, nos députés nationaux, hein, nos porteurs de voix au niveau de l'Assemblée, comment vous pouvez les évaluer dans leur mission à ce jour, parce que ça fait déjà 2 ans. Ah oui, merci pour cette question, chers camarades. Pour mon aime la vie plutôt, comme maître aime bien le dire, oui, je trouve que jusque-là ils sont à côté vraiment de leur mission, parce que pour moi je pense que la population ne trouve pas son compte, parce que si vous regardez les parlements, bien qu'il y a la majorité, et il y a aussi une minorité qui est soi-disant l'opposition, vous verrez que ces gens-là ne travaillent pas jusque-là pour le bien de la population, ne comptent pas juste là remplir leur mission, leur rôle, selon que Maître nous les a énumérés. Ouais. Mais vous allez voir qu'ils sont là, assez chamaillés plutôt, c'est tirer les draps, c'est chacun de son côté, selon que nous pour voyons l'intérêt de leur parti, cash, oui, pour l'intérêt de leur parti, ou de leur plateforme, pendant que le temps est en train de s'écouler, mais elles sont là en train de se régler des comptes. Vous voyez. Alors c'est ce que je vois, que pour moi ils sont cotés vraiment en dessous de la moyenne.
Et on ne peut pas vraiment se contenter d'avoir comme représentant de telles personnes. Parce qu'ils doivent être conscients. Ils doivent savoir qu'ils viennent d'où. Parce que ça ne suffit pas seulement d'avoir raflé cette chaise-là au niveau du Parlement et puis rouler dans une belle voiture, faire des voyages et profiter des primes et consorts. Mais ils doivent se rendre compte d'où ils viennent. Parce qu'ils ont été avec la population. Ce sont eux qui ont goûté à la souffrance de la population et ils avaient un discours que chacun d'eux avait amené devant cette population. Qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais vraiment défendu ou arrivé bien sûr à satisfaire, même à 0,5%. D'ailleurs, quand on accorde les vacances parlementaires, c'est pour permettre aux députés de rentrer chacun dans sa circonscription, goûter à la réalité de la population et afin d'aller proposer soit des lois et créer un débat au niveau du Parlement afin que cette situation soit même interpellée. Voilà. Effectivement, c'est d'ailleurs quand je réfléchissais, même le procès de 100 jours ici, normalement l'interpellation devait commencer par le Parlement, avant même que l'exécutif, disons le ministère de la Justice s'en saisisse. Vous allez voir qu'ils passent leur temps juste en train de chercher l'intérêt chacun de sa plateforme, plutôt que l'intérêt de la population. Et nous sommes en train de vivre misérablement la scène du théâtre qui se passe soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Vous allez voir que c'est à couteau tranchant. Et on ne sait pas à qui c'est fié pour le moment. Oui, et il leur reste quelques 2 ans, je pense, et ils vont revenir à la base. Et quel discours qu'ils vont encore ramener à cette même base-là. Parce que jusqu'à ce niveau où nous sommes aujourd'hui, ils ne sont même pas arrivés à la moyenne, n'est-ce pas, de la mission, du rôle qu'a énuméré notre cher camarade Maître Victor. Ok, merci bien, mais à cela, parce que quand il expliquait le rôle et la mission d'un député, il y a aussi la proposition de loi. Il a dit qu'il y a beaucoup de propositions de loi, tout ça. Mais il y a 3 propositions de loi que l'honorable Aubin Minakou et l'honorable Sakata ont amené au niveau du bureau pour que cela soit étudié, tout ça. Mais cela a fait couler l'encre et la salive. Il y a eu des troubles pendant 2 jours pratiquement. Kasumbalesa, Lubumbashi, Kinshasa. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'empêcher aux députés cette fois-là de faire leur travail? Parce que c'est leur droit de proposer des lois. Pourquoi ça doit faire des troubles? Maître, et puis après, merci beaucoup de la question. Donner sa position. Les lois qui sont initiées, nous devons tout d'abord les connaître. Oui. Il y a la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Oui. Il y a la loi portant statut des magistrats. Et il y a aussi la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Avec ces 3 lois, nous nous attelons plus sur le contenu de ces lois. Lorsque vous les lisez, j'ai eu quand même le temps de les lire, vous trouverez que ces lois violent, quant à leur forme, quant à leur fond, ils violent automatiquement la constitution de la République démocratique du Congo, notre constitution, à son article 149, à son article 150. 149, 149, 152 et 150. Ça viole automatiquement cette constitution. Pourquoi nous le disons? Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ça sera difficile aujourd'hui. Je vous donne seulement un exemple de ce qui est contenu dans cette loi. À l'article 2, en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez trouver que dans cette loi, on veut à ce que le ministre de la Justice puisse participer à la gestion de l'élaboration du budget du Conseil supérieur de la magistrature. Alors lui est dans l'exécutif. Le pouvoir que la Constitution donne au ministre de la Justice, c'est le pouvoir d'injonction. C'est sur le plan administratif. Ce n'est pas sur le plan judiciaire. Oui. Donc on veut à ce que cette indépendance puisse être totale. Si vous le permettez, avec l'article 149 de la Constitution, on dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, point. On n'a rien ajouté. Lorsque vous lisez l'article 152, on dit que le Conseil supérieur de la magistrature est
l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Ce conseil supérieur de la magistrature est composé de... On a donné toute une liste de personnes qui composent le conseil supérieur de la magistrature. Vous ne trouverez nulle part où le ministre de la Justice est incorporé. Non. Mais si aujourd'hui, avec de nouvelles lois qui sont initiées par l'honorable Obé Minakou et Sakata, on insère le ministre de la Justice dans la gestion du pouvoir judiciaire. Alors que lui, c'est un organe de l'exécutif. Si automatiquement ces lois sont votées, promulguées par le président public, d'office, la Constitution, en son article 220 et 219, qui ne veut pas qu'on puisse modifier cette Constitution pour des causes suivantes. Je vous donne seulement à l'article 220 de notre Constitution, on dit ceci. On dit la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et de la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Constitution ne veut pas qu'on puisse la réviser en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire. Si aujourd'hui nous prenons l'option d'adopter ces mauvaises propositions de loi d'office, ça nous amène à modifier la Constitution. Alors que la Constitution elle-même est déjà verrouillée. Il n'y a pas moyen de la déverrouiller à cause de cette disposition constitutionnelle de l'article 220. Pour ma part, moi j'estime que ce n'est pas opportun. Le peuple congolais n'en a pas besoin de toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et puis pourquoi d'abord, ça c'est une question que j'aimerais poser, je vais vous retourner la parole maintenant. Sans problème. Que j'aimerais poser à l'apôtre. Pourquoi d'abord vouloir apporter des propositions sur la réforme, disons sur la réforme du pouvoir judiciaire pendant cette période, alors que les gens, les Congolais commencent à savourer l'état de droit par... le procès des 100 jours, on voit quand même que les intouchables d'autrefois, ils sont aussi jugés, condamnés, comme tout Congolais. Je pense que c'est ce qui élève toute une nation. Mais pourquoi seulement pendant cette période? Je ne sais pas. Ou bien on a constaté que les magistrats ont trop de pouvoir, ou c'est quoi? Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. Lorsqu'on devait rendre les jugements du procès 100 jours. Il y a les divisionnaires des greffiers au niveau de la Cour constitutionnelle qui a écrit au TGI, au greffier de TGI, il y a eu beaucoup. Et tantôt, c'est la Cour constitutionnelle qui voulait qu'on puisse sursoir ce procès-là, qu'on amène tous les dossiers de l'autre côté. Bon, peut-être que ce n'est pas à cause de cela que les deux honorables députés ont réfléchi et ils veulent quand même qu'il y ait quand même de l'ordre et de clarté dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC, je ne sais pas. Comment vous réagissez? Comment est-ce que c'est le moment vraiment choisi pour proposer ce genre de réforme? Pour moi, chers camarades, M. Pierre Elelonga, je trouve que ce n'est pas les temps. Ce n'est pas le moment, bien sûr, d'emmener ces propositions de loi. Du fait que moi, je qualifie ça de quoi? Du fil coupé sur mesure. Vous voyez? Quand ils veulent... disons, tailler, disons, structurer la loi sur, disons, sur base de ce qu'ils sont, je dirais, mettre des garde-fous autour d'eux pour qu'ils soient des intouchables. Et tout ça, là, on est en train de... Mais ils vont mettre les garde-fous comment? Non, mais parce que quand ils amènent de loi, par exemple, autant de propositions en souffrance. Depuis 2019. Jusqu'à nos jours. Et cette loi, cette proposition qui entre quelques jours seulement, et directement, on commence à vouloir voter ça. Mais vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je demande à notre honorable Obé Minakou et notre frère Sakata, bien sûr, de revenir à la raison, de réfléchir comme des intellectuels. Parce que ce sont des gens, quelque part, qui font la fierté de notre pays. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont occupé des grands postes de commandement et ils doivent vraiment faire la fierté, bien sûr, de notre pays, même à l'extérieur du pays. Quand vous voyez des pays, des nations comme les États-Unis,
qui commencent à venir s'interférer dans ces histoires des propositions de loi Minaku et Sakata, et ça commence à faire honte. Quand on vous voit déjà que voilà, ces gens veulent amener quelque chose pour se protéger. C'est comme je dis là, taillé sur mesure. C'est-à-dire, on fait ça pour que ça nous protège. Que ça soit vraiment, disons, conforme à ce que nous aspirons, ce que nous voulons. Écoutez, la justice reste juste. Si vous savez que vous avez des problèmes à rendre à la justice, préparez-vous. Même s'il y a des garde-fous, la justice est le maître. Elle vous atteindra certainement. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr de laisser des traces qui ne vont pas disons, faire tomber notre pays ou les institutions de notre pays dans les gouffres où personne ne saura demain le retirer. C'est pourquoi il a fait appel au peuple pour pouvoir aller devant, au niveau du bâtiment de l'Assemblée nationale. Et là, on parle de l'inviolabilité de l'Assemblée nationale. Mais effectivement, l'inviolabilité, lorsque le peuple dont vous êtes l'émanation vous dit, nous ne voulons pas ce que vous faites, d'office, vous devez faire marche arrière. Non, mais à ce niveau-là, on dit que ce sont les Wewa. Entre guillemets. Donc, on voudrait dire autrement que ce sont les partisans, les combattants de l'UDPS qui font ça. Non, ce ne sont pas les combattants de l'UDPS. Ici, c'est... Alors que FCC est en coalition avec vous allez dire que les autres honorables là, comme Eliezer, comme Zachary, comme comme Glodel, comme qui encore Claudel Loubaya, André, Moïse Katumbi et les autres. Vous allez dire que tous ces gens-là, ce sont des Wewa. Non seulement eux, vous avez suivi aujourd'hui dans la province de la Chopo, les magistrats eux-mêmes sont descendus sur la rue, les avocats sont descendus sur la rue, protestant toujours la loi, les propositions de loi que Obé Minako a proposées. Mais l'honorable Obé Minako aurait dit qu'il ne va pas retirer, il va aller jusqu'au bout. Parce que... mais là, ils vont s'apprendre au peuple, parce que le peuple ne veut pas. Le peuple est souverain, ils doivent savoir que le peuple est souverain. Oui. Le pouvoir qu'ils ont émane bien sûr de cette population-là, du peuple-là, vous voyez. Mais ils doivent savoir ça. Alors à ce niveau-là, mais ça sera... Vous ne trouvez pas que ça sera compliqué parce que le Premier ministre aurait instruit le ministre de l'Intérieur et peut-être le ministre aussi de la Justice de faire des poursuites sur toutes ces personnes-là qui vont oser encore aller se tenir devant l'Assemblée nationale, le palais du peuple, et même ceux qui ont commis certains actes de vandalisme que nous pourrons déplorer. Chez Jean-Marie Kassamba, chez l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et ainsi bien d'autres. Ça sera comment? Il faut mettre en tête que même en droit de l'homme, c'est que nos compatriotes congolais ont fait ces jours-là, ça s'appelle habit des droits de l'homme. C'est ce que nous n'encourageons pas. Mais n'oubliez pas que dans une manifestation publique, il y a toujours eu des dérapages. Mais c'est une foule énervée. Effectivement. Une foule énervée n'a pas d'esprit. Vous voyez, on ne peut pas seulement arriver à les condamner, voilà, les arrêter comme ça. Il y a des déraper. Cela ne peut pas directement enjamber la question de poursuite. Non. Bien sûr. On va poursuivre qui dans un mouvement de masse? Qui sont ces personnes qui ont été incitateurs? Pour qu'on puisse les poursuivre. Les incitateurs, s'ils sont connus. Non, ils ont incité. Nulle part il y a un incitateur. Vous avez vu, c'est toute la population qui a compris. Parce que ceux qui sont entre toutes les manœuvres sont clairs. Même un petit garçon verra que ceux qui sont en train de faire là ne pas bien. Vous voyez, nous avons vu des grandes mamans, en train des vieilles d'ailleurs, en train de pleurer. N'est-ce pas? Parce qu'elles ont vu comment ce pays a beaucoup souffert. Elles ne peuvent pas accepter que ce pays retarde encore à cause de deux personnes. Non. Moi, ce que je demande vraiment à nos chers compatriotes, malgré votre entêtement, mais vous devez vous rendre compte qu'on ne fait jamais la guerre à la population. Quelles que soient les armes que vous avez, quelqu'un a dit, on ne peut pas tromper toujours et toujours un peuple. Vous pouvez les tromper une fois, mais vous ne les tromperez pas toujours et toujours. Vous voyez? Alors ce sont des gens, c'est une population qui est en train de comprendre. À votre niveau, vous devez vous dire non, non, le temps est révolu. Alors voyons comment faire les choses de sorte à donner la place et du respect à la population qui nous a donné le pouvoir que nous avons. Merci bien. Alors, je ne sais pas, parce que notre émission, nous devons quand même sortir avec certaines conclusions.
Une question d'abord que je aimerais poser. Si le bras de fer continue, c'est-à-dire les deux honorables refusent. Bon, si les bras de fer continuent... Et au niveau de l'Assemblée, ça continue normalement. Donc on étudie au niveau de la commission et il y a des plénières, on vote ces lois. Ainsi, chers compatriotes, le pouvoir revient au peuple. C'est au peuple de se prendre en charge. Empêcher de sorte que ces lois puissent passer au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'au Sénat, ce n'est que la seconde lecture. Oui. C'est pour cela, en toute sportivité. Et on dit aussi que c'est le président de la République avant d'être promulgué. Il y a l'avis du président de la République avant la promulgation. Ça ne coûtera rien à l'honorable Obé Minakou et Sakata d'aller bonnement en toute sportivité et récupérer leurs propositions de loi. Ça ne leur coûtera rien. D'abord, ça sera appréciable par le peuple congolais. Pour preuve, vous allez constater que c'est tout le monde, uniquement une seule classe qui est d'accord pour que ces lois puissent être votées au sein de l'Assemblée nationale. Alors que la majorité des peuples congolais ne veut pas que ces lois puissent être examinées, même votées. Pour preuve, vous avez suivi les députés nationaux de Kash, les députés nationaux de Lamouka et ceux qui sont dans l'opposition républicaine. Entre autres, le professeur Jacques Ndoli, qui ne le connaît pas dans ce pays, c'est un grand homme. Il a dit quoi? Il a dit que nos collègues députés retirent uniquement leurs propositions de loi. Pourquoi? Ils se sont retirés. C'est pour ne pas cochonner, pour que le peuple ne dise pas que nos députés que nous avons amenés là-bas de la Mouka, de l'opposition, sont complices du passage. Alors ils ne veulent pas cautionner ces propositions de loi. Voilà, c'est pour cela, pour vous dire que complicité autrement. Ces lois, ipso facto, ne passeront jamais. Parce que le peuple congolais n'en veut plus. En tout cas, merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas, apôtre, par rapport à tout ceci, quelle est votre lecture et quel est le conseil que vous pouvez me donner? Non, merci bien. Vous voyez, la question que vous avez posée, au cas où le bras de fer persistait, quelles seront les conséquences? Oui, c'est une très très belle question. Parce que ces affrontements-là, c'est une perte de temps aussi. Oui, bien sûr. Et puis n'oublions pas, nous sommes pendant une période où on doit respecter les mesures barrières. Mais quand les gens marchent là, ils ne respectent même plus ces mesures barrières. Bien sûr. Alors ça peut être aussi une occasion ils sont en train d'augmenter la contagion ou la contamination. Termes, ce sont eux, les députés nationaux, qui encouragent que le peuple puisse marcher. Parce que s'ils retiraient leurs propositions de loi, les peuples ne marcheront jamais. C'est ça. J'étais en train de dire, quand ces bras de fer persistera, ça ne jouera jamais à leur intérêt. À l'intérêt, disons, d'une plateforme donnée. Non. Ils doivent savoir qu'ils sont en train de risquer parce qu'il y a le pouvoir et la Constitution reconnaît ce pouvoir au président de la République de dissoudre le Parlement. Et c'est là qu'ils sont en train d'amener, parce que quand le bras de fer persistera, la crise va persister et la crise sera permanente. Et cette fois-là, le président de la République sera obligé de prendre des mesures qu'il faut pour dissoudre, parce que vous savez que c'est eux-mêmes qui sont en train de donner toutes les cartouches au président de la République. Et moi, je ne sais pas si vraiment ils ont l'esprit. Vous voyez, on ne peut pas réveiller le chat qui dort. Nous, on ne souhaite pas que le Parlement soit dissous, mais l'on souhaite que nos représentants, nos élus qui sont de l'autre côté, fassent leur travail de la manière qu'il faut, tout en respectant la population que nous sommes. Voilà, vous voyez ce que moi je peux demander, ce que je peux conclure. Si le bras de fer persiste, ça ne jouera jamais à l'intérêt de ceux-là qui le croient. Je peux même leur dire que c'est vraiment, ça sera une honte pour eux, parce que c'est la population qui va remporter. Le Congo, ce n'est pas les parlements, le Congo, ce n'est pas les sénats, le Congo, c'est la population. Vous voyez, c'est la population. Alors, pour moi, je crois qu'ils sont en train de risquer, de courir plusieurs risques que nous n'espérons pas. Parce qu'on ne veut pas, on ne soutient pas cette thèse-là de dissoudre, mais ça peut arriver. Du fait qu'ils sont en train de s'entêter, de dire non, on ne va pas reculer, on ne peut pas reculer, on va avancer jusqu'au bout, mais ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Là, on nous fait signe que nous sommes pratiquement à la fin.
Nous vous remercions de votre participation. Nous pensons que le peuple congolais qui nous suit et qui nous suivra va quand même être édifié par cet échange. Je voudrais rappeler le point. Nous avons parlé des émoluments, nous avons parlé aussi des propositions de loi. Et alors, je ne sais pas, peut-être que quand on échangeait, il y a une idée ou une question qu'on n'a pas posée. Je vous donne la parole, je commence par l'apôtre. Bien sûr, parce dire quelque chose et il y a puis quelque le mot chose de la très fin. important. Ouais. Quand vous avez évoqué les problèmes de casse, pillage, s'il y en a eu, je ne sais pas. Mais moi, je connais seulement casse et d'autres trucs qui ont été brûlés par la population. Bien sûr, on déplore, ce n'est pas des comportements ou des actions, des actes encouragés. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui doit vraiment faire la honte de nos institutions. Vous voyez, quand vous voyez un ministre, n'est-ce pas, un ministre de l'Intérieur, arriver chez les victimes là, n'est-ce pas, Jean-Marie Kassamba et consorts et tout ça, et faites des déclarations du genre, ils vont en quelque sorte indemniser tous ceux-là qui ont été victimes. Moi là, je vois que c'est de l'insulte grave. Vous voyez, on va indemniser ces gens-là comment? Parce que dans une nation comme la nôtre ici, n'est-ce pas? Une nation comme la nôtre ici, vous allez parler d'indemniser quelqu'un qui est comme honorable, quelqu'un qui est, je ne sais pas, comme député, tout ça. Ce sont des gens qui devaient soutenir les assurances. Mais qu'est-ce fait des assurances? Des assurances vie, des assurances, des entreprises d'assurance, voilà. Il n'y avait que Sonas qui avait le monopole, mais maintenant là, il y a la Cobanque, on a libéralisé oui, voilà, le secteur d'assurance. Oui, on a libéralisé. Alors, ça devait faire la honte quand peut-être d'autres nations, d'autres pays qui sont déjà au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, constatent qu'un ministre comme celui-là arrive à déclarer, voilà, l'État va vous indemniser. Mais où sont ces maisons-là d'assurance? Quel est leur travail pour qu'on aille encore prendre dans la caisse publique, dans les trésors publics, et puis donner à ces gens-là? Pendant que nous sommes dans un moment de crise, on doit quand même aborder ces choses-là. On doit voir ces choses-là, vous voyez. Au-delà de ça, ça c'est de l'insulte. C'est à quelle hauteur de préjudice que ces gens-là... D'abord, pendant cette période ici, pendant cette période de Covid-19, combien d'hôpitaux nous avons? N'est-ce pas? Bien équipés avec des matériels qu'il faut. Et quand quelqu'un tombe malade, parce qu'on est en train de compter des cas. Et quand vous allez partir dans des hôpitaux, là, on voit des gens qui se plaignent. Depuis qu'on est ici, on ne mange pas. Depuis qu'on est ici, on ne nous traite pas. Depuis qu'on est ici, on ne prend rien. Et tout ça, tout ça. Imaginez-vous, si ce n'était pas la main du Seigneur, parce que je parle en tant qu'apôtre, si ce n'était pas la grâce, la main du Seigneur, tous ces gens-là, n'est-ce pas? Vous savez combien meurent? Et je vais vous dire, tous ces gens qui meurent là, ils ne meurent pas seulement parce qu'ils sont malades, mais deux fois parce qu'ils manquent, n'est-ce pas, des bons soins. De quoi manger. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces hôpitaux, on n'a pas de matériaux qu'il faut, de matériel plutôt qu'il faut pour traiter ces gens-là et leur donner les soins qu'ils attendent. Mais vous allez parler d'aller indemniser plutôt les victimes. Avec quoi? Les trésors publics. Mais ça, c'est de l'insulte. Ça fait honte. Quel sera votre mot de la fin? Moi, je dis que en tant qu'un homme de Dieu, vous savez, deux fois, nos hommes politiques nous poussent à parler comme étant vraiment les hommes de Dieu. Parce que quand on commencera à parler comme étant des hommes de Dieu, on va vous indexer, on va vous montrer les doigts, on va vous citer par les noms. Et quand on va citer les noms, on va indexer, on va montrer les erreurs. Là, ça ne va plus être bien. Et sinon que, je vais dire à ceux-là qui nous dirigent, n'est-ce pas, de compter beaucoup plus le temps. Et je pense qu'ils voyagent. Je pense qu'ils ont du temps de regarder quand même, ils ont plutôt le temps de regarder quand ils voyagent, comment est les autres nations, comment évoluent les institutions et consorts. Alors, quelque part, qu'ils aient pitié vraiment de cette population, de ces pays
qui souffre, qui attend un jour un changement, qui attend un jour aussi vraiment chanter bien l'hymne national, qui est en train de parler bien des choses, mais que nous ne vivons pas. Il faut qu'un jour qu'ils se réalisent qu'après leur départ, qu'est-ce qu'on dira d'eux? Parce que vous savez, de l'autre côté là, nous avons vu des présidents qui sont passés, qui se sont fait de fortune, qui se sont fait de l'argent, des ministres et des députés, mais après, on a commencé à les interpeller. Ils doivent savoir que le temps peut les rattraper. Comme la Bible dit, ton péché te poursuivra, ton iniquité t'atteindra. Alors qu'ils sachent que ce qu'ils font aujourd'hui, un jour, ça peut les atteindre. Un jour, ça peut le rattraper. C'est un peu ça. Merci bien, apôtre. Ce mot de la fin, c'est un très bon conseil qui interpelle nous tous. Maître. Le mot de la fin, je peux dire, rappelez-vous en Égypte, lorsque Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, il savait que et Pharaon, avec sa troupe, ils périront dans la mer Rouge. C'est ce qui va arriver lorsqu'ils ne parviennent pas de retirer leurs propositions de loi au sein du Parlement. Le peuple va s'en charger d'eux. C'est ça notre dernier mot de la fin. Je dis et je vous remercie. Merci bien, maître. Merci bien, apôtre. Chers téléspectateurs, merci bien. Vous qui nous suivez, comprenez seulement que nous avons la passion de la RDC. C'est ça notre héritage, c'est ça notre pays. Nous avons constaté qu'il y a un élan dans les chefs de nos dirigeants de voir notre pays aussi changer, aller de l'avant. Et notre contribution, c'est cet échange, essayer de parler, que les gens comprennent. Qu'est-ce que sont les émoluments? Quel est le rôle d'un député? Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent sur les personnes, le peuple se retrouve sur la rue par rapport à ces trois propositions? Et on a essayé d'échanger. Nous pensons bien que vous avez aimé cette émission. Suivez, abonnez-vous, partagez encore. Prochainement, nous aurons encore un autre bulletin. En tout et pour tout, nous vous disons merci. Bye.